messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les regards sont tournés vers Mongomo, c'est en Guinée équatoriale, après le match nul entre la Guinée et le Mali. C'est pour départager les deux équipes engagées dans cette compétition. La lutte contre Ebola, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana intensifie la sensibilisation. Il était cette semaine à Tanene et à Dixine dans la sous-préfecture de Koba. La Guinée vient de perdre le secrétaire général de la Ligue régionale de Mamoun, Elhadj Thierno Mamadou Bari. Le sage de Mamoun était âgé de 85 ans. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. La Guinée, le Mali, un match tendu qui s'est terminé sur une égalité ouverte. On reçoit Oumar Ndiaye du service des sports pour revenir sur les temps forts de ce match. Bonsoir monsieur Oumar. Oui, bonsoir. Et la Guinée a joué contre le Mali, un but partout. Est-ce qu'on peut revenir sur les temps forts de cette compétition? Bien, vous savez, entre Maliens et Guinéens, depuis les temps immémoriaux, ça a été toujours des matchs difficiles. Et cette rencontre de cet après-midi n'a pas failli à cette règle. Mais les Guinéens, d'entrée de jeu, ont engagé cette partie décidée à la gagner. Et avec ces images tout à l'heure, vous allez voir que le premier but guinéen est arrivé sur un penalty qui a été transformé avec maestria par ce numéro 10 Kevin Constant, et à partir d'un but à 0 il fallait pouvoir gérer. Les Guinéens ont su le faire en y mettant même la manière, en essayant de conserver la balle et de prendre les Maliens de vitesse sur ce plan-là. Et ce qui fait les minutes qui ont suivi, il y a eu un autre penalty malien qui a été exécuté, mais malheureusement avec le sens du placement de Yattara. Donc il a bloqué ce penalty. Là, ne me demandez pas si c'est lui qui est grand gardien ou c'est celui qui a tiré qui est maladroit. Dans tous les cas, c'était bien parti pour la Guinée. Donc les Guinéens gèrent la situation jusqu'à la fin des 45 premières minutes. En deuxième période, on s'attendait à un réveil malien. Et là, c'est à ce niveau où le Mali, en deuxième période, a ramené le jeu sur le plan physique en procédant à des longues balles, en sautant et la défense et le milieu. Donc l'équipe prématurément très tôt, j'allais même dire au petit matin de la deuxième période, a réussi à égaliser sur d'abord un ailier droit qui part, qui centre. La défense guinéenne rate le contrôle, reprise de la tête et puis au fond des filets. À partir de ce moment 1-1, il fallait d'abord gérer le résultat sur le plan mental et sur le plan physique. Il fallait chercher la victoire. Mais quand vous vous donnez à fond, vous savez, des matchs comme ça, ils se gagnent plus dans la tête que dans les muscles. Et il y a eu tellement de commentaires et tout le monde voulait se qualifier, égalité parfaite par rapport au match antérieur. Et les Maliens, quand même, sur le plan physique, étaient plus présents. Les Guinéens ont su résister et finalement, à l'arrivée, les Guinéens ne sont pas qualifiés non plus, les Maliens, mais il faut se féliciter du fait que sur les 3 matchs, même si on n'a pas gagné, on n'a pas perdu, mais dans cette poule, on était un outsider et aujourd'hui, on regarde la Guinée avec les yeux sévères de l'admiration. Nous sommes au même niveau que la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mali. Rappelez-vous que ces équipes-là nous battaient chaque fois quand il y a compétition. Donc, c'est un grand pas pour le Sili national. Vous parlez d'un grand pas, le Mali a égalisé. Quelle est l'issue de ce match? Bon, l'issue, c'est qu'il y a égalité parfaite entre Maliens et Guinéens. Donc, vous prenez le même nombre de points entre les deux équipes match nul. Vous prenez sur l'ensemble du tournoi 3 buts marqués par le Mali, 3 par la Guinée, 3 encaissés par la Guinée et par le Mali, égalité parfaite. Donc concrètement, si vous prenez les meilleures attaques, le Mali a 3, la Guinée a 3. Donc sur les 3 possibilités de départager, il est impossible de départager les équipes parce que l'égalité persiste. Le 4e cas de figure prévu par la CAF, c'est le tirage au sort. Et demain, le tirage au sort aura lieu à Malabo à 16h, temps universel, 15h à Conakry. Et c'est à ce niveau où nous formulons toutes les prières pour que le Sili national se qualifie, parce que depuis les éliminatoires, ça vous fait 9 matchs disputés à l'extérieur. C'est un Sili conquérant et qui arrive à la conquête de la planète. Donc les yeux sont tournés vers Malabo. Bien. Je vous invite à présent à suivre la réaction de l'homme du match, Kevin Constant. Suivez. Trop de déchets techniques, trop de pertes de balles. Non, c'est vrai que lors de la première mi-temps, on a réussi malgré tout à jouer au football. On a réussi à déployer un petit peu notre jeu. On a réussi à faire pas mal de passes. Maintenant, deuxième mi-temps,
On a pris un but au bout d'une minute de jeu, donc c'est vrai que ça nous a fait mal psychologiquement. On n'a pas su réagir, donc on s'est mis à défendre. On n'a pas réussi à remettre le pied sur le ballon. Maintenant, moi, comme je l'ai dit, je suis là pour apporter une touche technique supplémentaire à l'équipe. Et c'est vrai que lors de la deuxième mi-temps, j'aurais dû me mettre beaucoup plus en évidence et aider l'équipe à justement remettre le pied sur le ballon et jouer beaucoup plus au football plutôt que défendre. Dans la mine, Nostalgie Guinée. Kevin, vous étiez parti pour être le leader technique de cette équipe, mais personnellement, je vous ai senti un peu emprunté physiquement. Je vous ai souvent vu agacé. Qu'est-ce qui vous agace tant chez vos coéquipiers? Est-ce que vous vous estimez au mieux de votre forme? Je me suis préparé au mieux pour pouvoir faire la meilleure canne possible. Physiquement, je me sens très bien. Maintenant, certains matchs, il y a des hauts et des bas. C'est vrai que lors de la deuxième mi-temps, j'ai flanchi un petit peu physiquement. Maintenant, au niveau technique, je pense avoir démontré lors des deux précédents matchs que j'étais là pour apporter un plus et que je l'avais bien fait. Dans la fraternité, Guinéens et Maliens ont suivi les 90 minutes de la rencontre. Le match s'est soldé sur un score d'un but partout. Quelques supporters sont au micro de nos reporters Abdoulaye Diallo, Mohamed Laminba. Pour moi, Mali et la Guinée, c'est un pays, un peuple, un but une fois. Mali gagne, c'est la Guinée qui a gagné. Si la Guinée gagne, c'est Mali qui a gagné. Parce que nous sommes là, nous vivons ici à Conakry, avec plateforme harmonie avec les Guinéens qui sont là. Vous-même, vous voyez derrière nous, il y a plein de Guinéens qui sont là. Donc si la Guinée gagne, c'est comme c'est Mali qui a gagné. Si Mali gagne, c'est la Guinée qui a gagné. Un peuple, un but une fois. Il y a les Keita ce jeu, il y a les Camara, il y a tout. Les Silla et les Yatara. Chez nous aussi, c'est la même chose. C'est pourquoi pour aujourd'hui, là, j'ai l'habitude de supporter le Mali et tout le temps je les supporte. Mais aujourd'hui, Mali-Guinée, je supporte ma propre Guinée. Nous sommes le seul pays qu'on dit deux poumons d'un même corps. Ça, c'est un. Même le Ebola, on a partagé ensemble. Deux pays qui ont tout partagé, deux poumons dans un même corps. Le match Guinée-Mali, très attendu, vient de se disputer. Les deux équipes se sont quittées sur un score d'un but partout. Notre reporter Mabinti Laïsouma a suivi le match dans la famille du capitaine du Sili national. Suivez. Malgré deux haut-parleurs, impossible d'entendre les commentaires de ce match Guinée-Mali. Pour l'occasion, un poste téléviseur est installé dans la cour. Nous sommes dans la concession familiale d'Ibrahim Traoré. À la 15e minute, cris et danse accompagnent le pénalty transformé par Kevin Constant. Le grand frère du capitaine du Sili est ému. Aujourd'hui, je suis le match en direct. Je suis fier de mon frère. Franchement, ce qu'il est en train de faire pour mon pays, franchement, il n'a qu'à continuer comme ça. Je le soutiens. Je soutiens mon pays, toute l'équipe nationale de l'équipe de la Guinée. Vive le Sili national. Victoire. La coupe. Je veux que la coupe. J'ai dit à mon frère, quand on était en France, j'ai dit à mon frère, je ne savais pas ce que je veux. 5 minutes après l'arrêt du gardien guinéen sur le pénalty de Sidou Keita permet au Sili de Guinée de garder l'avantage. À la mi-temps, dans toutes les familles comme ici, l'espoir est toujours permis. Il nous a promis et il le dira, il le fera. Eux, nous comptons sur lui. Toute la belle du compte sur lui, eux le fera. Merci. Voilà, nous le soutenons jusqu'au bout. Tous les joueurs de l'équipe nationale, toute la Guinée soutient et l'équipe Ebola, Inch'Allah, nous allons remporter la coupe. Avec l'égalisation du Mali, c'est la déception, mais les supporters croient en la qualification en dépit de la blessure d'Ibrahim Traoré. Je suis un peu démoralisé là, mais ça va quand même, on va gagner, Il nous a promis. Pour la suite, des prières dans l'attente des faveurs du hasard. Les regards tournés vers Malabo. Autre sujet de cette édition, les personnes guéries d'Ebola s'impliquent pour combattre les réticences. Cette campagne a commencé dans la sous-région. Dans notre pays, c'est l'ambassade des États-Unis qui appuie la sensibilisation. Safia Toukonde. Oula,
Plus qu'une phrase, c'est un cri de victoire, un sentiment d'espoir de vie retrouvée, un espoir perdu depuis que le virus Ebola a atteint l'organisme de ses survivants. Je suis guéri d'Ebola. C'est aussi la nouvelle stratégie de sensibilisation qui place les personnes guéries d'Ebola au centre des efforts pour informer, protéger et faire respirer d'autres victimes. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone adoptent la même stratégie pour parer aux réticences. Aussi, cette stratégie permet de réduire la stigmatisation et promouvoir la réintégration des guéris d'Ebola. On travaille avec les personnes guéries en tant que les gens mieux placés pour diffuser les messages de sensibilisation. Alors nous avons créé une campagne, mais aussi nous sommes en train de faire les dramas radiophoniques. On a déjà les photos, on a déjà les interviews comme vous avez remarqué. Et aussi une page sur Facebook. On a un peu près de 1000 personnes sorties de nos centres de traitement aujourd'hui guéries. Leur témoignage permet de faire tomber vraiment le masque de stigmatisation et de peur pour que les gens sachent qu'on peut guérir d'Ebola et qu'on peut survivre de cette maladie et faire son boulot normalement. La campagne « Je suis guéri d'Ebola » invite toutes les personnes qui ont survécu à la maladie dans les 3 pays de la sous-région à partager leur expérience de cas de guérison par vidéo, en audio et en format imprimé. Ce, pour changer la perception craintive et désespérante autour de l'épidémie d'Ebola. Et puis, le Premier ministre, chef du gouvernement, en compagnie d'une forte délégation, était hier dans les districts de Tanene et Dixine. C'est dans la sous-préfecture de Koba, préfecture de Bofa. Objectif, échanger avec les populations de ces localités sur les moyens de prévention du virus Ebola. Reportage Ousmane Bangoura, Kabasouma. Le gouvernement guinéen, dans sa nouvelle offensive Zéro Ebola en 60 jours, se poursuit à l'intérieur du pays. Ce matin, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, en compagnie d'une importante délégation, était l'hôte de marque des populations de Koba, préfecture de Bofa. Objectif, sensibilisation des citoyens de la localité. Je pars ici reconforté pour l'esprit que j'ai trouvé ici et j'en profite au nom du chef de l'État, le président Alpha Condé, pour remercier les autorités préfectorales de la région administrative, le ministre de la ville, plus les imams de Conakry, les affaires religieuses qui ont accepté de nous accompagner. Et nous sommes adressés aux jeunes, aux femmes, et nous estimons que le message a passé. Cette rencontre a permis à ces populations d'exprimer leur satisfaction suite aux mesures prises par le gouvernement guinéen dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'intoxication qu'on est en train de faire, surtout dans ces foyers qui sont là encore isolés de part et d'autre dans la Basse-Guinée, pour que la population prenne conscience des désastres qui sont arrivés et que le pays, en ces endroits, connaisse la quiétude totale. Et aujourd'hui, avec la forte dose de sensibilisation faite par Monsieur le Premier ministre et le secrétaire général de la Ligue, je pense que tout est rentré en ordre et nous pouvons nous dire que nous sommes satisfaits. La délégation du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a mis à profit cette rencontre pour échanger avec les leaders religieux sur les réticences de certains foyers. À l'issue de cet entretien, invite a été faite aux responsables de famille à travailler en synergie avec les autorités. La maison des jeunes de la sous-préfecture de Mafereya a également servi de cadre à un meeting d'information sur les modes de prévention contre Ebola. Combattre les réticences dans cette localité, c'est l'objectif que vise la communauté Kimamburu qui a organisé cette rencontre présidée par le ministre de la Communication Aluseni Makanera Kake. Compte rendu, Mikini Moussa Kamara, capitaine Morikaba. Kimamburu affûte ses armes contre Ebola. Kimamburu, c'est le nom des 3 sous-préfectures, Mafereya, Kabak et Kakusa. Une vaste rencontre de sensibilisation a été menée dans ce sens et pour la circonstance, le ministre de la Communication a représenté le Premier ministre. Aluseni Makanera Kake, parrain de la préfecture de Forekaria, a pour mission d'éradiquer la chaîne de propagation du virus. Depuis 10 jours, nous avons reçu non seulement à sensibiliser dans les 6 sous-préfectures de Forekaria, dont les 3 de Kimamburu, et pour cela nous avons reçu à amener dans les centres de traitement 13 malades. 10 cas ont passé au laboratoire, 9 se sont révélés positifs. Les 3 cas d'hier
Nous attendons le résultat de laboratoire. Nous avons effectué également 3 cas d'enterrement sécurisés et tous ces 3 se sont révélés positifs à Ebola. Ce qui du coup a créé un sursaut chez tous ceux qui étaient sceptiques au départ pour dire que Ebola n'est pas à Forêt-Karia, mais surtout aidé pour cela par le fait qu'il y a eu des gens qui sont guéris et qui sont avec nous et qui témoignent devant la population pour dire qu'à un moment donné, eux aussi, ils étaient malades. La sous-préfecture de Maferenya est la porte d'entrée de Forêt-Karia et le carrefour de la communauté Kimamburu où tous les élus locaux de toutes les sensibilités socio-économiques ont largement débattu sur le comment éradiquer cette maladie. Et je crois que ce message-là a été bien compris et que les uns et les autres, l'appel surtout lancé aux jeunes, parce qu'en fait, la réticence est au niveau des jeunes, sans quoi les imams, les aînés, tous ceux-ci-là ont compris la leçon, comme quoi Ebola donc est une maladie pour laquelle nous devons tous nous mobiliser et la vaincre. Les séries de campagnes de sensibilisation menées par le ministre de la Communication dans le Kimamburu ont considérablement permis de briser plusieurs foyers de résistance. Lutte contre Ebola toujours, le cinéma, un outil de sensibilisation contre cette épidémie. Les hommes du 7e art s'impliquent dans la lutte. Mohamed Kamara, un cinéaste guinéen, vient de réaliser 14 films portant essentiellement sur les méthodes de prévention contre l'épidémie. Il donne ses motivations au micro de Sa Amaratolno. Suivez. Film pour montrer que le cinéma est le moyen de communication le plus efficace au monde. C'est pour cette raison que j'ai réuni des gens qui font ce métier et qui ont bien voulu accepter de travailler avec moi malgré les faibles moyens dont je disposais. Donc ces films parlent de la transmission, de ce qu'il faut éviter aussi, de ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a beaucoup de résistances dans nos villages, dans nos régions, etc. Et aussi, il y a des gens qui essayent de combattre ceux qui viennent aider les Guinéens à lutter contre ces fléaux. Donc, ce sont des films qui montrent combien ces hommes et ces femmes venus se joindre aux Guinéens pour lutter contre ce virus est important. À l'Agence de régulation des postes et télécommunications, les membres du Conseil national prêtent serment, un serment basé sur le respect des valeurs de l'institution. Denise Timbo Mongono. Ils sont issus de différentes catégories professionnelles et prêtent serment cet après-midi. Désormais, tous sont membres du Conseil national de régulation des postes et télécommunications. Ce conseil a pour mission de faire respecter les textes et règlements régulant la communication dans le pays. Prêter serment, c'est s'interroger constamment, dans le silence et la sincérité de sa conscience, sur la nécessaire conciliation et l'harmonie des intérêts de l'individu avec ceux de sa communauté. Cette cérémonie solennelle marque l'installation des membres du Conseil national de régulation des postes et télécommunications. Ils ont un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. C'est le lieu pour moi de remercier le président de la République pour avoir placé sa confiance en moi pour présider cette commission, et je parle au nom de tous mes autres collègues aussi pour la confiance qu'il nous a témoignée. Nous espérons, nous en tout cas nous sommes déterminés de faire le maximum pour que cette confiance soit méritée et que nous arrivons à essayer de faire un travail remarquable pour le pays. Le Conseil national de régulation des postes et télécommunications travaillera en étroite collaboration avec l'Agence de régulation des postes et télécommunications, deux structures qui se complètent avec les mêmes ambitions, faire de ce secteur un levier de développement pour le pays. Ce sont des conseillers nationaux qui vont aider la direction générale de l'ARPT dans le processus de prise de décision, mais qui, au-delà de ce processus de prise de décision, sont destinataires de toutes les actions, toutes les activités que l'ARPT aura à entreprendre. De nos jours, la communication occupe une place stratégique dans nos sociétés. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont donné naissance à la société de l'information, une nouvelle société avec de nouveaux enjeux qui sont d'ordre socio, économique et sécuritaire.
Agriculture à présent, certaines grandes zones de production ont vu leur rendement se multiplier l'année dernière, malgré les conditions climatiques défavorables par endroits dans ces zones de grande production. La main-d'œuvre est constituée en grande partie par les femmes qui y trouvent leur compte. Reportage Francis Collier. Les conditions climatiques n'ont pas été favorables en certains endroits du pays la saison dernière, mais certaines grandes zones de production de riz ne sont pas affectées. C'est le cas de Kissidougou, où un producteur a atteint 5 tonnes à l'hectare. L'utilisation des engrais cette année a apporté la production au minimum 3 tonnes à l'hectare. Notre difficulté majeure aujourd'hui, c'est la commercialisation. On a le riz, il faut que l'État accompagne. Les opérateurs économiques doivent pouvoir subventionner la commercialisation du riz. À Fanyandala, dans la préfecture de Kouroussa, cette superficie à perte de vue a été mise en valeur. Dans la zone, un campement est créé par les femmes. Elles trouvent là une occasion pour subvenir à leurs besoins. Celui qui vient à la saison des pluies pour le semis a droit à un hectare de riz. On a trouvé ici un fils du terroir de Kouroussa qui s'est investi, vraiment investi. Vous pouvez voir cet investissement. Ici, par exemple, sur ces 200 hectares, ça ne pouvait pas se passer avant, avec cette pénibilité que l'on sait. S'il faut venir labourer à la main, avec la petite d'abord, on ne peut pas obtenir 200 hectares. S'il faut venir récolter à la main, sur 200 hectares, ce n'est pas possible. Il faut des moissonneuses batteuses. Ici, l'appui gouvernemental impacte positivement le rendement agricole. Un rendement qui encourage l'investissement dans le secteur pour que la sécurité alimentaire soit une réalité. La ministre de l'Action sociale en tournée en Haute-Guinée a visité le village d'enfants de la région. Accueilli par les tout-petits, Sanaba Kaba a expliqué les priorités de son département. Fode Bangali Fofana. Pour la première fois au village d'enfants SOS de Cancan, Madame le chef du département de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, en compagnie de ses proches collaborateurs, reçus ici dans une atmosphère de surprise très agréable par les enfants et les responsables du village. Le village d'enfants SOS de Cancan qui vient en appui au gouvernement guinéen, à travers sa politique sociale, est un ensemble de projets dont la vision voudrait que chaque enfant ait sa place dans une famille et grandisse dans un climat d'affection, de respect et de sécurité. La joie est énorme et immense. Immense parce que j'ai trouvé les enfants gays. S'ils étaient en difficulté, ils étaient mal encadrés, on allait sentir sur leur visage. Mais nous avons retrouvé les enfants avec le sourire. On pensait à une visite de 5 minutes, venir faire le tour et partir, mais on ne s'attendait pas à une telle organisation. Soyez-en vivement remerciés. Ce que nous avons trouvé est la preuve éloquente de tout le sérieux qui accompagne la gestion de ces centres. Madame Sanaba Kaba a apporté plusieurs jouets et sacs de riz aux enfants orphelins et déshérités de ce village. Troisième du genre dans notre pays, ce village d'enfants SOS de Cancan est fonctionnel depuis le 1er mai 2004. Il est composé d'un jardin d'enfants, d'une école internationale SOS, d'un foyer de jeunes SOS et d'un programme de renforcement de la famille. On ouvre une page d'histoire dans cette édition pour parler de nos vestiges. Et pour ce faire, je vous amène à Niagasola, c'est dans la préfecture de Sigiri, pour vous faire visiter une fortification militaire datant de la période coloniale. Il s'agit bien sûr du fort de Gallieni, réalisé par un maréchal français qui a séjourné dans la localité. Gros plan donc sur ce site historique avec Abdul Karim Kamara, Mohamed Lamine Kaba. Derrière cette montagne se trouve caché le royaume de Sosobala, la sous-préfecture de Niagasola, préfecture de Sigiri. C'est ici même que le français Joseph Gallieni et sa troupe ont construit une forteresse pendant la colonisation. La fortification comprenait un trajet permettant au combat, la circulation et le tir à couvert, mais aussi des postes d'observation et de commandement face à l'ennemi. Cette bâtisse en ruine du fort de Gallieni a été construite en banco mélangé du beurre de karité. Gallieni Sigiriani, Gallieni Mintalep Nofra Finamia, Apollo Kitali Kana Niagasola.
Niagasola a été pour Gallieni la porte d'entrée en Guinée. Et c'est ici qu'il a élu domicile avec sa troupe en construisant ce fort. Nous sommes au cimetière des Noirs qui ont combattu aux côtés de Joseph Gallieni. Ici reposent 7 tirailleurs guinéens à 800 mètres de Niagasola. Dans cet autre cimetière sont enterrés 24 militaires français, officiers, sous-officiers et hommes de rang, tous ayant servi au fort. Ces tirailleurs et ces militaires français qui reposent dans les 2 cimetières étaient tous au service de Gallieni. Ils sont morts de leur mort naturelle ou de maladie. C'est à partir de ce poste de contrôle de la forteresse que la position de l'armée de Samori Touré a été localisée ici à 7 km de Niagasola. Culture encore avec la 7e édition des 72 heures du livre qui se tiendra cette année à l'Abbé au mois d'avril prochain. Le directeur général de l'Harmattan Guinée était au gouvernorat de Conakry pour parler des préparatifs de l'événement. Le résumé de l'audience avec Moussa Bangoura et Ousmane Kamara. Suivez. En prélude à la tenue des 72 heures du livre, le président du comité d'organisation multiplie les contacts avec les institutions de la place pour la réussite de l'événement. Cet après-midi, Sansi Kaba Diakité et les cadres du ministère de la Culture et du Patrimoine historique ont été reçus par le président du conseil de ville. Objectif, mettre une commission en place pour mener la campagne, mais aussi le soutien du gouvernorat à l'Harmattan Guinée pour la candidature de notre pays pour que Conakry soit la capitale mondiale du livre en 2017. Vous savez qu'en fin décembre 2015, il y a le sommet des Nations Unies sur le climat et d'autres invités. Et vraiment, je suis satisfait parce que nous avons eu l'adhésion du gouverneur de la ville de Conakry. Et rapidement, il va mettre en place une commission pour travailler. Et je suis d'autant plus heureux que le secrétaire général du ministère fera le travail nécessaire pour que le gouvernement soit informé officiellement. Pour cet événement culturel, plusieurs pays africains et européens seront au rendez-vous, dont la Côte d'Ivoire, invitée d'honneur. Il sera lancé le 23 avril 2015 sous l'autorité du gouvernement. Les 72 heures du livre se tiendra à Conakry. L'Abbé, c'est plutôt la ville invitée. Page noire de cette édition, nous avons appris ce matin le décès du doyen Thierno Mamadou Bari, sage du Fouta. Le défunt était très actif dans la promotion de la paix et des valeurs islamiques en Guinée. Cet octogénaire nous quitte avec plein d'ambition pour la Guinée. Retour sur ces témoignages avec Habib Thiam. El Haj Thierno Mamadou Bari. Il y a quelques mois, une équipe de la RTG a été reçue par cet érudit aux témoignages francs et sincères. Au cours de notre entretien très détendu, l'homme nous confiait ceci. On est très fiers, on est très contents de la décision du président. Nous le remercions beaucoup et nous sommes reconnaissants. C'est tout le Fouta qui adhère à la joie de cette 56e. À peine rentré d'un contrôle médical à l'étranger, cet ancien notable du Fouta et secrétaire général de la Ligue islamique régionale de Mamou a tiré sa révérence ce mercredi. Au tréfonds de son âme, un grand rêve national. Comme un torto, Allah ko Allah ɓeyda en pottal kamen. Allah ɓeyda en pottal et faamu on. No wawi nanodirde fi kamen yo moƴƴo. Si en fottali wata yawde moƴƴida e moƴƴo e. Kono si taari kano wole ɗo mawɓen ko wanno ko moƴƴi kon. Conformément au principe de l'islam, El Haj Thierno Mamadou Bari a été inhumé cet après-midi après des hommages mérités. En première ligne, le premier ministre chef du gouvernement. L'illustre disparu était âgé de 85 ans.
Nous disons paix à l'âme de l'illustre disparu. Nous terminons par ce sur quoi nous avons commencé ce journal. À Mongomo, la confrontation Sili nationale Aigle du Mali n'a pas livré son verdict. Suspense historique, égalité de but, 1-1, égalité de points, 3-3. Il faut attendre demain à 16h pour connaître le nom de l'équipe qui va compléter à 8 les qualifiés au quart de finale de cette CAN. Nos prières accompagnent nos champions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous regardez à Boké et à Menyeroré et partout ailleurs dans le monde. Nous vous disons bonsoir.